Alors le culte de la différence, le culte de la diversité, l'abandon de l'universalisme, c'est ce qui, je pense, vous rejoint, Yves, parce que c'est ce que vous reprochez précisément aux élites françaises. Vous avez écrit donc un livre récemment, vous avez publié donc un livre dans lequel donc, vous analysez le positionnement des élites vis-à-vis de cette question-là, de l'universalisme et de son abandon finalement au détriment d'une autre vision du monde, beaucoup plus communautariste, qui laisse place sous prétexte donc à la diversité de compartimenter la société. Et donc, je vous en prie, vous avez 10 minutes pour faire votre exposé. Oui, je ne me suis pas posé directement la question de l'universalisme, mais celle de mon propre malaise à vivre en France. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, j'ai vu l'antisémitisme commencer à s'installer assez vigoureusement dans ce pays. J'ai vu la liberté d'expression commencer à se restreindre. Moi, j'étais journaliste au Monde. Je me souviens, un jour, il y avait un fait divers assez marquant, je croyais qu'on allait en parler beaucoup. Et c'était au-delà du périphérique, dans une cité, il y avait un jeune homme qui avait mis le feu à sa copine parce qu'elle le trompait. Il l'avait assommé, il avait aspergé d'essence et il avait mis le feu. La gamine était morte. Et ben, il y a blackout complet sur ce sujet parce que il fallait pas stigmatiser, c'était raciste, c'était compliqué, on savait pas gérer, etc. Et c'est ce genre enfin, pour moi, la France, c'est le pays où on peut parler de tout et on peut se disputer sur tout, etc. Et je suis rentré au Monde, précisément, j'étais rentré au Monde dans cet état d'esprit, c'était que on ouvrait les portes, quoi. On ouvrait les frontières, on ouvrait les idées de tout le monde. Et je voyais, j'étais à l'épicentre, au contraire, de la formation d'un discours où il y avait un politiquement correct qui s'installait, etc. Et donc, moi, je vivais ce malaise comme ça entre 2000 et 2015. Je ne savais pas mettre des mots vraiment dessus. Et puis, en 2015, il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Et je trouvais que cette symbolique très forte de l'attentat contre les Juifs et contre un journal, c'était quelque chose qui pouvait justement aller faire péter les cadres, quoi. C'est-à-dire qu'enfin, dans ce pays, on allait pouvoir parler de tout librement, rebattre les cartes, etc. Or, c'est évidemment tout le contraire qui s'est passé, puisque, à ma grande surprise, on a vu le président de la République, François Hollande, dire pas d'amalgame, attention, l'islam est une religion de paix et d'amour, et donc pas de critique de l'islam. D'ailleurs, le bras judiciaire, c'est aussitôt mis de la partie, puisque dès qu'il y avait un dissident qui sortait là, un Éric Zemmour ou un autre, toc, il avait un procès sur le dos. Donc les procès se sont multipliés à partir de 2015. Et là, on a vu même Manuel Valls prononcer le mot d'apartheid, du genre après les attentats de Bataclan, je crois, c'était ça, et dire les attentats sont la conséquence d'une société d'apartheid. Ça veut dire que le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, je ne sais plus quelle fonction il occupait à cette époque, il se dressait vers les victimes et il disait « mais c'est de votre faute, au fond, si on vous tue, quoi. C'est parce que vous avez été mauvais. » Donc, moi, je comprenais pas cette chape de plomb. Et donc, l'idée que j'avais vendue à mon éditeur, qui était de dire « les cadres vont péter dans cette société, tout va se redistribuer différemment et ça serait intéressant de suivre l'évolution », mon hypothèse était évidemment fausse et donc ne pouvait pas être tenue. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un ami qui m'a envoyé par Internet, par mail, un petit fascicule américain qui s'appelait « Useful Infidels », les infidèles utiles. Alors c'était très drôle parce que c'était très court, hein, mais ils s'en prenaient à une dizaine de personnalités de la vie américaine pour leur discours de soutien aux islamistes en général. Il y avait Ben Affleck, justement ce magnifique acteur de Hollywood, il y avait Christiane Amanpour de CNN, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, et si je faisais la même chose en France? Et donc j'ai commencé à étudier tout, c'est-à-dire les partis politiques, les grands corps de l'État, comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, etc., l'Observatoire de la laïcité, les médias, les intellectuels, les experts, les people. Enfin, ça m'a pris 2 ans à faire le tour de tous ces gens qui s'expriment, c'est la talking class, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de s'exprimer, etc. Et j'ai fait la liste de tous les infidèles utiles et tous les idiots utiles pour aboutir à la conclusion que une fois que j'avais terminé, je me suis retrouvé avec une masse de notes et qui dessinait quoi? Toute la superstructure de la société. C'est-à-dire que toute la superstructure de la société venait en soutien de l'installation de l'islamisme en France. L'université, les intellectuels, les partis politiques, etc.
Et donc, ça m'a absolument atterré, parce que je ne comprenais pas comment une société qui était auparavant, qui est fondée sur la liberté du citoyen, sur l'ouverture, sur le dialogue, pouvait favoriser l'installation dans ce pays d'une idéologie politico-religieuse qui était exactement tout le contraire. Donc, j'étais pour moi interloqué. Donc, et heureusement, bon, il existe des gens intelligents qui ont pensé bien avant moi. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis tombé sur des écrits comme le travail du sociologue américain Christopher Lasch, qui a écrit La révolte des élites, et qui expliquait très bien. Et après, j'ai lu les travaux de Christophe Guilluy en France, qui expliquent un peu la même chose aussi. C'est-à-dire qu'avec la mondialisation, et là, ça rejoint les propos de M. Bellon tout à l'heure, avec la mondialisation, s'est formée une classe dirigeante d'une nature complètement différente de toutes les classes dirigeantes auparavant, c'est-à-dire une classe dirigeante déterritorialisée, sans attache nationale, ayant perdu tout. C'est des gens qui se sentent bien à Paris, mais aussi bien à Londres, Melbourne ou Singapour, et qui prônent l'ouverture, parce que c'est formidable l'ouverture, sauf que les frontières, c'est pas, si on les ouvre, c'est aussi une protection, les frontières. Et donc, voilà. Et donc cette classe dirigeante a imposé ses valeurs, ses habitudes à une société qui, elle, était bien où elle vivait. Il y a un sociologue anglais, je crois, qui a dit « La mondialisation, c'est le combat de ceux qui sont bien partout contre ceux qui sont bien où ils sont nés ». Et ça me paraît... la guerre des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est des gens qui se bagarrent maladroitement, avec violence parfois, avec excès, etc., mais avec le drapeau bleu, blanc, rouge et avec la Marseillaise. Et ça veut dire qu'ils se défendent, ils défendent l'appartenance à une nation, l'appartenance à une culture. Et c'est donc ce conflit que nous vivons aujourd'hui. Je veux dire, la façon dont Emmanuel Macron s'apprête à bazarder la loi de 1905 par pertes et profits. D'abord, il faut savoir que cette loi de 1905, elle a été caviardée par le Conseil d'État un certain nombre de fois quand ils ont autorisé les collectivités locales à financer des mosquées au nom de motifs sanitaires ou économiques. Je veux dire, ils ont fondé des arrêts là-dessus qui ont permis aux communes de distribuer des terrains qui appartiennent à tout le monde, appartiennent à l'argent public pour des finalités strictement religieuses. Comment ils ont permis à Anne Hidalgo de construire une deuxième grande mosquée à Paris dans le 18e. Comment on a sorti les sorties, comment le Conseil d'État a sorti les sorties scolaires de la protection de la laïcité du collège, en disant, bah oui, les mères voilées peuvent accompagner les sorties scolaires, puisque elles n'appartiennent, une fois qu'on est sorti de l'école, la règle de la laïcité ne s'applique plus. Et ainsi de suite, comme ça. Donc, ce qui m'apparaît aujourd'hui, et c'est qui fait le cœur de mon bouquin, c'est que on est en train de vivre de plus en plus le cœur d'un conflit entre une série de normes qui visent à favoriser le communautarisme, parce que ce communautarisme va aider la classe dirigeante à se maintenir sans les aléas de la démocratie. Et les aléas de la démocratie, c'est évidemment le bulletin de vote. C'est le bulletin de vote, c'est la capacité des citoyens d'une nation, et une nation se définissant par une population qui vit à l'intérieur de frontières, et ben, à décider de son destin en élisant un parti politique qui prône un autre discours ou un autre programme que celui qui est au pouvoir. Et bien aujourd'hui, on ne vit plus vraiment en démocratie, parce que justement, c'est ça qui est en train de sauter par tous les bouts, etc. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis sûr que j'ai déjà été trop long. Merci. Merci. Merci.